La poursuite de ces conférences, cette fois-ci avec l'hôpital privé de la Loire, le HPL, qui est avec nous, un partenaire fidèle, puisque les années précédentes, on avait l'habitude de vous retrouver. Aujourd'hui, vous allez nous parler donc de l'obésité, et de changer le regard, les causes et les traitements qui sont possibles par rapport à l'obésité. Pour ce faire, nous recevons Geneviève Hiver, qui est nutritionniste, et Alexandre Philippello, qui est chirurgien digestif au HPL. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes et nous présenter aussi vos missions au sein du HPL avant de nous parler de votre conférence? Bonjour, donc je suis médecin nutritionniste et je travaille au Centre médico-chirurgical de l'obésité, qui est une équipe pluridisciplinaire au sein de l'hôpital privé de la Loire. Et personnellement, j'interviens dans le parcours de soins en préparation à une chirurgie bariatrique et aussi en post-chirurgical pour assurer le suivi des patients opérés. Très bien, et M. Philippello. Donc, je suis le docteur Philippello, chirurgien digestif et plus particulièrement chirurgien bariatrique, c'est-à-dire que je pratique la chirurgie de l'obésité. Donc, on verra tous les différents aspects de ces interventions. Et comme le docteur Hiver, j'interviens au sein d'une équipe pluridisciplinaire au centre de l'obésité qui est au sein du HPL pour la prise en charge des patients obèses. Et le parcours qui est réalisé au HPL consiste principalement en la réalisation d'un accompagnement avec plusieurs spécialistes pour les amener dans de bonnes conditions à une chirurgie et puis réaliser aussi un suivi de ces patients après l'intervention. Très bien, donc sleeve, anneau, tout ça, vous allez nous l'évoquer dans cette conférence. Eh bien, écoutez, je vous laisse une 20-25 minutes pour pouvoir développer votre conférence et puis je vous retrouve à la fin pour les questions éventuelles de l'Assemblée. La parole est à vous. Alors, 18% d'adultes en France souffrent d'obésité. Malheureusement, l'obésité massive ne cesse de croître depuis 2012 et un enfant sur 5 n'a pas un poids normal. Alors, quelle est la définition de l'obésité? Eh bien, ça peut être un chiffre qui est décrit par l'IMC, qui est la taille sur le poids au carré et qui permet de grader les obésités en obésité modérée, sévère ou massive. Mais actuellement, et selon aussi la définition de l'OMS, on préfère la définition qui est celle-ci, c'est-à-dire l'accumulation anormale de masse graisseuse dans des proportions telles qu'elle altère la santé. Parce qu'en 2025, on va plutôt vers une nouvelle définition en fait, de l'obésité qui se sépare entre l'obésité préclinique, qui est une obésité sans altération de la santé, et une obésité clinique accompagnée de problèmes de santé. La grossophobie, malheureusement, est partout, dans le milieu du travail, mais malheureusement aussi dans le milieu médical. Je vous laisse lire un petit peu la bande dessinée que vous avez sous les yeux. Deux situations. Une dame vient voir son médecin, se plaint d'avoir mal à un pied, et son médecin lui répond « Je vais vous faire passer une radiographie ». Et puis, une autre dame, malheureusement en surpoids ou en obésité, pose la même question à son médecin qui lui répond « Avez-vous pensé à la chirurgie bariatrique ?» Les personnes en situation d'obésité souffrent et de nombreux ouvrages, même des films, ont été faits sur ce sujet. Vous voyez sur ces pages, sur ces couvertures d'ouvrages, que les mots peuvent être très durs. Je vous en lis un, par exemple, « Tamara, tu dépasses » ou « Ne jamais couler » ou « La grosse qui rêvait d'amour ». Eh bien, pour que ces patients en situation d'obésité n'entendent plus jamais ces mots, à Auschwitz, il n'y avait pas de gros. Non, madame, là, il n'y aura pas votre taille. Tu es courageuse de porter ça avec ta silhouette ou tu as un joli visage pour une fille ronde. Eh bien, pour que ces gens-là ne souffrent plus, il faut absolument arrêter de réduire l'obésité à un problème de volonté. Il faut arrêter d'associer l'obésité à des clichés culpabilisants comme celui-ci,
tous les gros mangent trop. Et malheureusement, et c'est aussi pour ça qu'on y est là, cette maladie est ignorée dans sa complexité médicale et sociale. Et nous, on veut absolument essayer de vous expliquer les causes de cette maladie qui est complexe pour faire bouger les lignes et surtout changer le regard chez ces personnes qui souffrent d'obésité. Alors, ce n'est pas si simple. On a toujours ce schéma de l'équilibre du poids avec la balance énergétique. D'un côté, ce que vous mangez, et de l'autre côté, ce que vous dépensez. Mais la bonne question, c'est peut-être plutôt pourquoi ces patients qui souffrent de surpoids ou d'obésité, pourquoi mangent-ils différemment? Pourquoi mangent-ils plus? Pourquoi bougent-ils moins? Pourquoi grignotent-ils? Parce que justement, l'assiette n'est pas le seul problème. L'environnement dans lequel ils vivent est un problème. Il y a un lien aussi entre le cerveau et l'intestin. Et puis, malheureusement, sa génétique. D'ailleurs, de toute façon, si on est un homme ou une femme, on n'est pas touché de la même façon par l'obésité. On sait dans les études qu'il y a plus de femmes jeunes qui sont touchées par l'obésité, que les femmes sont plus touchées par des obésités massives. D'autres inégalités, suivant où vous êtes né, suivant où vous naissez, suivant où vous vivez, eh bien, le nombre de patients en situation d'obésité n'est pas le même. Il y a plus d'obésité dans le nord et dans le nord-est de la France et moins d'obésité dans d'autres régions. Et triste constat, les revenus du foyer, il y a un lien entre pauvreté et obésité. Les 1000 premiers jours de notre vie sont extrêmement importantes pour déterminer notre poids futur, aussi bien avant la conception que les 2 premières années de vie. D'abord, pendant la grossesse, si la maman a un IMC élevé ou si elle prend beaucoup de poids pendant la grossesse, si elle fait du diabète, si elle fume, si elle est exposée à des insecticides, des polluants ou des perturbateurs endocriniens, eh bien, elle a malheureusement plus de risques d'avoir un enfant qui sera obèse par la suite. L'enfant aussi, à la naissance, s'il prend du poids très rapidement, s'il a un gros poids de naissance, si dans ses 2 premières années, on lui donne plus de boissons sucrées, s'il bouge moins, eh bien, il sera aussi plus candidat à souffrir d'obésité. Les styles alimentaires, bien évidemment, ça c'est la chose qu'on attend. L'alimentation et les styles alimentaires sont liés à l'obésité. Bien évidemment, l'excès calorique, si on mange trop, tout simplement. Mais quelque chose de moins connu, c'est si on associe au sein d'un même repas du gras et du sucre, on sait que ça fait plus grossir. La phrase « les bonbons font stocker la mayonnaise », par exemple. La Western Diet, c'est quoi la Western Diet? C'est une alimentation non saine, ultra transformée, riche en sucre raffiné et avec peu de légumes, est en cause aussi dans les problèmes de poids, mais aussi sa façon de manger, si on mange vite, si on a une alimentation irrégulière, si on a fait de nombreux régimes, si on boit des boissons sucrées, dont le jus de fruits de façon régulière ou l'alcool, ou alors si dans certaines familles on suit certaines habitudes alimentaires, c'est-à-dire de préparer en grosse quantité ou de forcer les enfants à finir les assiettes, par exemple. Ça peut être des facteurs de risque d'obésité. Notre comportement sédentaire également est en cause dans cette maladie. Depuis l'ère des chasseurs-cueilleurs jusqu'à nos jours, après la révolution industrielle et économique, nos comportements sont devenus sédentaires, aussi bien dans nos déplacements que dans notre travail, que dans nos loisirs. Il faut savoir que la sédentarité, ce sont des occupations qui sont proche de la dépense énergétique de repos, en fait. C'est comme si on ne dépensait pas de calories. Est-ce que l'arrêt du tabac fait grossir? Eh bien, dans les études, seulement 15% en fait, des patients tabagiques prennent plus de 10 kilos au sevrage. On n'a pas l'impression que c'est ça, mais dans les études, c'est ça. Et ce qui compte surtout, c'est les arrêts répétés. On sait que les arrêts répétés font prendre plus de poids avec un espèce de yo-yo pondéral, un petit peu comme les régimes. Eh bien, il faut mieux cibler certaines populations à risque qui sont plus à risque que les autres de prendre du poids à l'arrêt du tabac.
bas, on les connaît et il faut savoir les accompagner de façon beaucoup plus individuelle avec à la fois des consultations tabacologues, diététiques, de l'activité physique et parfois des thérapies comportementales et cognitives. Le stress. Les stress font-ils grossir? C'est quoi le stress en fait? C'est une réponse non spécifique de l'organisme à une agression, quelle que soit la nature de l'agression. Ça entraîne des perturbations biologiques dans notre corps, notamment une augmentation de la sécrétion de cortisol. Ce cortisol favorise la répartition des graisses au niveau abdominal. Ça peut être simplement un stress, ça peut être un stress post-traumatique, mais simplement le stress social. La vie et la société est stressante et la société est stigmatisante et on sait que la stigmatisation de l'obésité engendre, aggrave et perpétue l'obésité malheureusement. Les régimes sont considérés comme un stress majeur et peuvent entraîner des troubles de conduite alimentaire et des prises de poids secondairement. Alors quand on est stressé, pourquoi est-ce qu'on mange? Parce qu'on sait malheureusement que les aliments gras et les aliments sucrés sont apaisants pour le cerveau. D'autres facteurs psychologiques interviennent aussi dans la prise de poids. On en entend beaucoup parler, les abus sexuels, les angoisses de séparation. Et quelque chose qui me semble très très importante, c'est ce qu'on appelle la défaillance du maternel et la confusion des affects. C'est quoi? C'est si un enfant qui nous envoie un signal émotionnel non nutritionnel, comme la colère, la fatigue, la peur, le besoin d'amour ou rien que la soif, eh bien, les parents répondent en leur donnant à manger. Ça veut dire que toute leur vie, ils vont avoir cette confusion dans la tête et pour n'importe quelle émotion, ils vont répondre en mangeant. Le sommeil influence aussi le poids, le déficit de sommeil, mais aussi la désynchronisation de l'horloge biologique. Ce sont les gens qui travaillent de nuit, ou alors les hôtesses de l'air, par exemple, qui subissent le décalage horaire. Il est montré que ces problèmes de sommeil modifient en nous la sécrétion des hormones de l'appétit et de la satiété et entraînent une prise de poids. Les médicaments font grossir, surtout les psychotropes, certains antidépresseurs, mais aussi des anti-allergiques, ceux qui agissent sur le système nerveux central, la cortisone, les anti-VIH, des bêta-bloquants et certaines hormones. Mais surtout, et ce qui est nouveau, c'est que les polluants, les perturbateurs endocriniens que l'on trouve dans l'eau, dans l'air, dans le sol, on a montré ces dernières années qu'ils faisaient prendre du poids. Parce que, en fait, c'est l'épigénétique. Ces polluants, ces agresseurs entraînent une modification de nos chromosomes, directement abîment nos chromosomes. Et ceci est transmissible ensuite de génération en génération. C'est ce qu'on appelle l'effet obésogène transgénérationnel, et c'est l'épigénétique. C'est complètement différent de l'obésité purement génétique qui se passe pendant la grossesse, où il se produit des mutations génétiques chez l'embryon, et l'enfant naît avec des anomalies, dont des problèmes avec le comportement alimentaire. Le microbiote, qui est en fait l'ensemble des microbactéries que l'on a dans l'intestin, ont des rôles très importants aussi pour réguler l'alimentation. Et le microbiote a un lien direct avec le cerveau. Et si ce microbiote est abîmé par une mauvaise alimentation, par des stress, par des antibiotiques, par tout un tas de choses, eh bien, les messages au niveau du cerveau de la satiété et de la faim vont être perturbés et ça participe également à la prise de poids. Donc en fait, les patients en situation d'obésité, est-ce qu'ils sont vraiment responsables? Eh bien pas vraiment, on a vu qu'ils étaient plutôt victimes. La prévention de l'obésité, c'est lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge, prendre en charge tous les stress et avoir accès à une alimentation saine, simple et régulière. Et si malheureusement l'obésité s'installe, il faut surtout la prendre en charge dans des équipes pluridisciplinaires et avec beaucoup de bienveillance. Il y a des traitements et Alexandre Filippello va nous en parler. Merci. Alors, comment répondre à cette pathologie complexe? Vous l'avez compris. Il y a plusieurs éléments. Et on va aller, on va dire, de la prise en charge la plus simple à la plus complexe. Et on verra finalement la plus efficace.
Premièrement, et on va s'adresser là surtout à des patients qui sont en situation de surpoids ou d'obésité modérée, on va dire, c'est notre mode de vie. Principalement ce que l'on met dans notre assiette, notre façon de s'alimenter. Et de l'autre côté, comme on parlait de balance entre les apports et les dépenses, il faut aussi qu'on ait une dépense énergétique. Nos professions aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires, on en a parlé. Et donc, si nous n'avons pas un minimum d'activité physique, cette balance risque d'être déséquilibrée. Sauf qu'aujourd'hui, les patients qui ont un souhait de perdre du poids de façon importante vont souvent s'orienter vers des régimes. Ces régimes sont souvent des régimes qui sont dits restrictifs. Sauf que cette restriction à long terme est difficilement tenable et on a souvent affaire à des patients qui présentent un effet yo-yo, c'est-à-dire que les patients vont perdre du poids, mais souvent reprendre du poids et souvent de façon un petit peu plus importante, et ça de façon cyclique à chaque fois que les patients vont faire des régimes. Donc on se rend compte que sur le long terme, ce n'est pas forcément une chose qui est souhaitable. Il y a maintenant, de façon assez récente, mais qui se développe de façon assez importante, des traitements médicamenteux qui viennent sur le marché, qui sont particulièrement développés depuis on va dire 1 à 2 ans, qui sont maintenant autorisés en France. Ce sont les analogues du GLP-1. Alors il y a différents laboratoires, différentes marques qui en proposent. Ce sont des traitements qui ont été développés à peu près sur le même modèle que les traitements pour les diabétiques. Ce sont des traitements, vous l'avez vu sur l'image, des traitements qui sont injectables, qu'on s'injecte en sous-cutané. À l'heure actuelle, des traitements qu'on injecte 1 fois par semaine. Ces traitements, ce sont des analogues du GLP-1. Le GLP-1, c'est une hormone qui intervient dans la régulation de divers organes dans notre corps, principalement au niveau du foie, du pancréas, de l'estomac, du cœur et du cerveau. Alors quel est le mode d'action de cette hormone sur le cerveau? Cette hormone va avoir pour effet d'augmenter la sensation de satiété, c'est-à-dire que quand vous allez manger, vous allez plus vite vous sentir rassasié, et donc par cet effet, vous allez réduire votre apport calorique. L'effet sur l'estomac va être celui de ralentir la vidange gastrique. Donc même effet, si lorsque vous mangez, votre estomac se vide lentement, l'estomac va se remplir de façon plus importante, et donc en réponse, la satiété va être plus importante, et donc diminuer aussi l'apport calorique, et diminuer aussi le risque de grignoter entre les repas, parce que lors du repas, votre estomac se sera vidé de manière plus lente. Sur le pancréas aussi, cette hormone a un effet sur la régulation de la glycémie. Il va stimuler la sécrétion d'insuline en réponse à une augmentation de la glycémie. Lorsque vous allez manger, votre taux de sucre monte dans le sang, et cet apport d'hormones supplémentaires va augmenter davantage cette sécrétion d'insuline et ainsi améliorer la régulation de cette glycémie dans votre sang. L'hormone va aussi réduire votre masse graisseuse, parce que l'hormone favorise l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Le corps peut aller puiser de l'énergie à différents endroits de votre corps, mais ce traitement va aider à ce que l'énergie soit captée au niveau de la masse graisseuse, et donc diminuer ainsi votre surpoids ou votre obésité. En revanche, ces traitements ont des effets secondaires, comme nombreux médicaments, alors qui sont plus ou moins importants et qui peuvent donner des problèmes au niveau de la digestion, donc des nausées, voire des vomissements, des sensations de ballonnement. On peut aussi avoir des perturbations au niveau du transit qui sont aléatoires. Ça peut être soit de la diarrhée, soit de la constipation. On peut avoir des effets aussi plus sévères avec des risques de pancréatite. On l'a vu, cette hormone va agir directement au niveau du pancréas. Et on s'interroge aussi sur d'éventuels risques à long terme de cancer de la thyroïde. Alors comme je vous l'ai dit, c'est des traitements qui sont déjà connus de longue date dans le traitement du diabète. Donc nous avons quand même un certain recul sur leur utilisation. Mais les doses qui sont utilisées ne sont pas les mêmes, et donc il reste encore quand même quelques interrogations sur ces effets à long terme. Ces traitements sont relativement efficaces tout de même.
5 à 15% de perte de poids sur un an. Et on voit sur les traitements sortis tout récemment, on peut avoir des pertes jusqu'à 20 voire 25% de perte de poids. Donc c'est des traitements qui sont relativement efficaces. En revanche, et ce dont il faut avoir conscience, c'est que ces traitements doivent être pris à vie. Au même titre qu'un diabétique qui va s'administrer de l'insuline, le patient qui est en situation d'obésité, s'il s'engage dans ce traitement, doit le prendre à vie, car le risque, s'il l'arrête, c'est la reprise de poids. Après les traitements médicamenteux, nous avons aussi des traitements qu'on appellera instrumentaux. Il y en a plusieurs, mais je cite un des plus connus ces dernières années, on va dire, c'est le ballon intragastrique. On va pouvoir placer un ballon à l'intérieur de votre estomac, qui représente à peu près un demi-litre, qui va donc occuper un certain espace dans l'estomac. Et comme le traitement précédent, quand vous allez manger, la distension de l'estomac va être plus rapide du fait de la présence de ce ballon et donc générer une satiété précoce et donc vous allez vous sentir plus rapidement rassasié et donc l'apport alimentaire va être moins important. Les résultats sont un peu moindres que le traitement médicamenteux à long terme et parce que le principal risque c'est que ce ballon ne peut pas être laissé à vie. Alors, selon les modèles utilisés, vous pouvez garder le ballon entre 4 et 12 mois, on va dire. Donc, le risque, c'est qu'après l'évacuation du ballon, la sensation de satiété précoce va souvent disparaître et donc le risque est de reprendre du poids. Enfin, la chirurgie, représentée par 3 principaux traitements, même s'il en existe d'autres, mais c'est les 3 les plus pratiqués aujourd'hui en France. Il y a l'anneau gastrique, qui est en général assez connu. L'anneau, c'est un dispositif en silicone qui vient enserrer la paroi de l'estomac, la partie supérieure. Et le but va être de restreindre l'apport alimentaire. Ces anneaux sont dits ajustables parce que, vous le voyez sur la photo, il est relié à un cathéter et avec un boîtier que l'on place sous la peau au niveau de l'abdomen, que l'on va pouvoir gonfler plus ou moins en fonction des ressentis du patient. Donc le mécanisme est l'apparition d'une satiété précoce, parce que les aliments, vous le voyez, vont être stockés à la partie au-dessus de l'anneau, et donc remplir plus rapidement cette petite poche d'estomac. Ensuite, nous avons la sleeve gastrectomie, une chirurgie un peu plus importante, parce qu'on va couper l'estomac dans la longueur, vous voyez, du bas vers le haut. On va le couper, l'agrafer, en enlevant la partie rose qui est sur la droite de façon définitive. Donc on va laisser en place un estomac qui est considérablement réduit. Et donc l'effet ici va être aussi restrictif, avec un effet de satiété précoce lorsque vous allez vous alimenter, au même titre que l'anneau. Mais l'effet supplémentaire concerne la partie que l'on enlève, parce que cette partie contient beaucoup de cellules qui sécrètent une hormone qui s'appelle la gréline et qui va stimuler votre appétit. Donc le fait d'enlever cette partie, vous allez produire moins de cette hormone et donc avoir moins d'appétit. Donc la sleeve a 2 grands mécanismes, c'est-à-dire qu'on diminue votre sensation de faim et en plus quand vous allez manger, vous serez plus vite rassasié. Ensuite, et en dernière intervention, nous avons le bypass gastrique, une intervention un petit peu plus complexe sur le plan chirurgical, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On va confectionner une petite poche à la partie supérieure de l'estomac. Le but de cette petite poche est de générer une restriction de l'alimentation, avec une sensation de satiété précoce, comme les interventions précédentes. Mais la chose qui est différente, c'est que, vous voyez, on vient coudre une partie de l'intestin grêle sur cette petite poche pour créer une dérivation de votre alimentation. À quoi sert cette dérivation? Elle va servir à créer un mécanisme de malabsorption. Parce que dans cette partie de l'intestin que vous voyez en orange, je ne sais pas si vous soit clair, je ne sais pas si on ne voit pas bien sur l'écran, où il y a les flèches rouges, seuls les aliments vont passer sans présence d'enzymes, ni bile, ni sucre pancréatique. Donc ces aliments ne vont pas être digérés. Et ce sur 1,50 m. Au bout des 1,50 m, vous voyez, on a un carrefour en bas où vous avez les flèches vertes qui arrivent, c'est les enzymes, qui rencontrent les flèches rouges, c'est les aliments. Les deux se mélangent, la digestion se fait et les nutriments pourront être absorbés. Donc le bypass va à la fois
donner une restriction alimentaire et aussi une malabsorption, donc vous allez moins bien digérer et absorber ce que vous allez manger. Et enfin, il y a un troisième effet qui est hormonal, qui rejoint le traitement médicamenteux dont on a parlé avant, c'est l'effet sur le GLP-1, qui va être d'autant plus sécrété par la présence d'aliments qui arrivent rapidement dans l'intestin. Pour illustrer un petit peu les résultats de ce traitement chirurgical, vous voyez qu'il est relativement efficace et surtout à long terme, parce qu'on peut avoir une perte de poids de l'ordre de 30 à 40% suivant les techniques. Même si on assiste souvent à une légère reprise de poids les premières années, vous voyez que sur une échelle de 15 ans et plus, le poids va se stabiliser. Et aujourd'hui, alors on verra dans quelques temps avec les traitements médicamenteux, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est le seul traitement qui donne des résultats significatifs et surtout à long terme, ce qui fait que la chirurgie aujourd'hui est le traitement de référence et qui est recommandé dans la prise en charge de l'obésité, qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Je vous remercie pour votre attention et on tient à remercier le comité d'organisation des Journées de la Santé de nous avoir à nouveau invités à vous présenter cette pathologie. Merci à vous pour ces apports, on peut les applaudir. Alors justement, peut-être que dans notre assistance, certains ont des questions spécifiques à poser à nos spécialistes, donc Madame Hiver et Monsieur Philippe Hello. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Oui, Madame. Bougez pas, j'arrive. Je me fraye un chemin jusqu'à vous. Ah, je passe par vous. Hop, regardez, hop, comme ça. Je fais des contours. Ça y est. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des contre-indications suivant les différentes techniques que vous venez de présenter? Oui. Il y a beaucoup de facteurs pris en compte pour le choix d'une technique chirurgicale. Pour citer les plus grandes, par exemple, si vous avez une hernie hiatale ou des problèmes de reflux gastrique, de brûlure, on va déconseiller de faire une sleeve parce que le fait de donner une forme tubulaire à votre estomac va davantage favoriser ces mécanismes de reflux. Si vous avez des traitements médicamenteux particuliers qui ne permettent pas qu'on génère une malabsorption avec cette chirurgie, il faudra peut-être éviter le bypass. Si vous êtes dans une situation d'obésité massive, on va dire, si vous avez des indices de masse corporelle au-delà de 50 par exemple, c'est une contre-indication à réaliser un bypass parce que techniquement c'est très compliqué et risqué. Il y a tout un tas de facteurs qui entrent en compte dans la décision d'une chirurgie. Et c'est pour ça que ces patients sont pris en charge de façon pluridisciplinaire, parce que chacun a son mot à dire pour dire quel est le plus adapté. Alors, je vous parle technique, mais ça peut être aussi des arguments psychologiques. Un patient qu'on sait fragile, ou on a des doutes sur le fait qu'il puisse prendre ses vitamines à vie, avoir un suivi régulier, etc. On va peut-être pas lui proposer de faire un bypass, parce que si vous n'avez pas de suivi régulier, si vous ne prenez pas vos traitements correctement, faire un bypass, ça peut être risqué à long terme. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs qui sont pris en compte et de façon individuelle. Merci pour ces précisions. Une autre question. Pendant ce temps, l'indice de masse corporelle, est-ce que vous pouvez juste rappeler comment on le calcule? C'est le rapport du poids en kilos sur la taille au carré, en mètres. En mètres. En mètres. Très bien. Et à partir de quel chiffre on est au-dessus? On est en situation d'obésité au-delà de 30. Après, il y a différents stades d'obésité. Je vais sortir ma calculette. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-delà de 30, en situation d'obésité. Au-delà de 30, en situation d'obésité. Très bien. Une question. Comment vous faites pour lutter et prévenir les carences nutritionnelles avec ces chirurgies? Après la chirurgie. Oui, après la chirurgie. Eh bien, déjà, on donne des multivitamines, on donne justement des compléments alimentaires. Alors, pendant une année après une sleeve, parce qu'il n'y a pas de phénomène de malabsorption, et dès que le poids se stabilise, on arrête de donner ces multivitamines, sauf la vitamine D et le calcium qu'on continue, et on surveille surtout par des prises de sang, d'où l'intérêt et l'importance, comme a dit le docteur Philippe Hello, du suivi. Voilà. Et le bypass, eh bien, ce sont des multivitamines et du calcium à vie, justement, à cause de cette malabsorption. Il ne faut absolument pas les arrêter au risque de graves carences et de graves problèmes de santé. Donc le fin mot, c'est le suivi.
Voilà. Très bien, et donc vous l'expliquiez au sein de votre clinique, tout le suivi et le parcours de santé qui est organisé autour donc de l'obésité. Merci à tous les deux, hein, vous êtes des fidèles de cet événement, donc Madame Yver et Monsieur Philippe Hello.